Oui, nous voici de retour pour notre dernier plateau, en effet, en direct. Et effectivement, nous allons nous intéresser à la façon dont nous enquêtons, journalistes ou associations, sur ces supposés faits de violences sexuelles. C'est une question qu'on nous pose souvent à Mediapart. Comment est-ce que vous faites la part entre le vrai et le faux? Comment est-ce que vous travaillez? Et on s'est dit que ce dernier plateau était l'occasion justement de répondre à ces nombreuses questions un peu dans le détail. Et pour cela, nous recevons 3 nouveaux invités, à commencer par Aïda Alami. Vous êtes journaliste freelance, vous travaillez notamment pour le prestigieux New York Times et vous avez fait des articles consacrés aux violences sexuelles. À Mediapart, Lénaïque Bredou travaille également sur ces questions. Elle a notamment publié en mai 2016 l'article sur ce qui est devenu l'affaire Beaupin et depuis très régulièrement travaille sur ces sujets. Encore très récemment, on en parlait au début de l'émission, sur l'enquête que nous avons publiée consacrée à Luc Besson. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir Marine Baldec. Nous avons mentionné votre association qui lutte contre les violences faites aux femmes, l'association européenne, déjà en début d'émission, et nous avons dit tout le travail que vous faisiez d'accompagnement des victimes. Et ça nous intéressait aussi de savoir comment vous faisiez, vous, pour choisir, ou en tout cas pour travailler avec les victimes qui vous appelaient et qui venaient vous consulter. Alors, on peut peut-être commencer avec notre invité journaliste. Bonsoir, Aïda Alami. Nous, on est content de vous recevoir parce que vous avez écrit plusieurs articles, notamment pour le New York Times, sur des affaires de femmes qui dénoncent des viols. Donc vous avez notamment écrit en novembre 2007 un article dans le New York Times sur une jeune Française qui a accusé de viol le chanteur marocain Saad Lamjared, donc il est inculpé pour viol. Vous faites partie, vous travaillez avec une rédaction qui a mis en avant ces derniers mois vraiment très, très fortement les questions des violences sexuelles et des inégalités hommes-femmes. Donc on s'intéressait tout simplement sur la façon dont ça se passe un peu en interne, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait de travailler dans une rédaction, comment ça se passe de travailler pour... Oula, je vais y arriver, pardon. Comment ça se passe de travailler pour une rédaction qui met tellement en avant ces questions, qui a décidé clairement, qui a fait un choix d'y aller. Et donc effectivement, ça a commencé avec l'affaire Weinstein, puisque le New York Times est une des 2 rédactions, avec le New Yorker, qui a dénoncé les faits de violences sexuelles et d'agressions sexuelles du producteur. Donc pour vous, qu'est-ce que ça change au quotidien ? En fait, ce que j'aimerais rappeler d'abord, c'est qu'il y a eu un contexte particulier aux États-Unis. C'est que Donald Trump a été élu, ce qui a été vécu par énormément de femmes comme une insulte, comme une chose très violente, surtout de voir une femme gagner le vote populaire et perdre le vote électoral. Donc c'était il y a eu une espèce de réveil féministe aux États-Unis. Au lendemain de l'élection de Trump, il y a eu des centaines de milliers de femmes qui ont manifesté. Et ensuite, surtout avant l'élection de Trump, il y avait déjà eu beaucoup de femmes qui l'avaient accusé, lui, d'inconduite sexuelle. On l'a raconté notamment dans le premier plateau avec notre journaliste Mathieu Manedek. Je suis arrivée un peu en retard. Non, mais c'est pas du tout, c'est très bien, il faut le rappeler, c'est un contexte hyper important. Voilà, et donc à partir de là, le New York Times avait décidé de mettre énormément de ressources dans les enquêtes sur les violences sexuelles. Donc c'est là où il y a d'abord eu l'enquête sur Bill O'Reilly en 2017. 2017, oui, avant Harvey Weinstein. Présentateur de Fox News. Très connu, très conservateur. Et en fait, ce qu'avaient découvert les journalistes, c'est qu'il y avait un système de faire taire les femmes, en fait, en les payant, en leur faisant signer des non-disclosure agreements où elles avaient des clauses de confidentialité. Voilà, des clauses de confidentialité où elles ne pouvaient pas révéler ce qui s'était passé ou en reparler. Donc à partir de là, il y a eu cette enquête-là qui a fait démissionner l'animateur qui a le plus gros taux d'audience aux États-Unis. Et donc là, après ça, il y a eu l'affaire Weinstein, dont les gens avaient entendu parler depuis des décennies, sans que personne ne parle. Et je pense que la raison pour laquelle cette affaire-là a pris d'abord, et pourquoi les femmes ont parlé, il y a eu plusieurs éléments. Les premières, c'est que comme il y a eu l'affaire O'Reilly avant et celle de Trump avant, les victimes ont vu qu'on pouvait parler sans qu'il y ait des conséquences très graves, qu'on pouvait vous croire, parce qu'une des plus grosses peurs, c'était qu'on parle, qu'on soit décrédibilisé, surtout si elles ont signé quelque chose avant ou elles ne peuvent pas parler. Donc il y a eu plein de choses qui ont fait qu'une fois que les journalistes ont commencé à enquêter sur Harvey Weinstein,
les victimes étaient prêtes à parler et se sentaient en sécurité. Maintenant, quand on enquête sur ces choses-là, c'est très compliqué parce que, comme certaines des grosses affaires qu'il y a eu aux États-Unis, comme Charlie Rose ou autres, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'accusatrices. En général, les journalistes recoupent un peu ce qu'on entend. Donc souvent, il y a des choses qui se répètent. On l'a vu avec l'affaire Harvey Weinstein, mais avec d'autres. C'est-à-dire c'est un peu des comportements de prédateurs récurrents. Donc je sais qu'en général, surtout aux États-Unis, c'est hyper compliqué parce que quand les gens signent des choses légaux, ils ont trop peur de briser, et puis de finir dans des problèmes judiciaires très graves. Donc, en général, je sais que les journalistes, la première réponse qu'ils ont, c'est « Désolé, j'ai signé un contrat de confidentialité, on ne pourra pas parler ». Et puis, à partir de là, ils disent « Non, mais on se met d'accord un peu, discutons un peu, ayons une conversation et puis on verra ». Et voilà. Moi, dans mon cas, dans l'affaire de Saad Lamjarad, c'est quelqu'un qui aussi a une réputation qui le précède, bien avant cette affaire en France. Et pareil, personne n'en a jamais vraiment parlé avant que cette courageuse jeune fille ose porter plainte. Et qu'enfin, on commence à parler de ça et que d'autres filles aient porté plainte après elle, etc. Quand vous parlez d'accord de confidentialité, comment on y arrive à cet accord de confidentialité, comme on n'a pas trop ça en France, de règlement de ce type? Qu'est-ce qui fait? Comment est-ce que c'est? Qui est au courant dans ces cas-là? Parce que vous avez eu une phrase qui m'a un peu étonné sur Weinstein, vous avez dit... Vous n'avez pas dit tout le monde savait, mais vous avez dit quelque chose comme... Les gens savaient. Les gens savaient. Et donc ça veut dire que c'était connu en réalité, au-delà des victimes, au-delà de leurs tout proches. Et en fait, tout Hollywood savait et personne ne parlait. Ce qui s'est passé avec lui, c'est que... Bon, lui n'était pas connu. Il est connu dans les milieux du cinéma, mais il n'était pas connu du grand public. En revanche, ses accusatrices étaient beaucoup plus connues que lui. Donc je pense que c'est ça qui a donné un écho à cette affaire particulière. Maintenant, dans ces histoires-là, on avait entendu déjà en 2013, il y a un humoriste américain qui avait annoncé les nominés aux Oscars et puis qui leur a dit « Félicitations, vous n'aurez plus à faire semblant d'être attiré par Harvey Weinstein ». Donc froid dans la salle, mais tout le monde savait très bien de quoi il parlait. Et en fait, ce qui se passe, ce qui a été fascinant dans les enquêtes sur Weinstein, c'est tout ce système de protection. Donc, disons, il y a une stagiaire à qui il arrive quelque chose qui a pu travailler pour lui. Elle va se plaindre à ses supérieurs hiérarchiques. Et puis là, il y a une machine qui se met en place pour la faire taire. Donc, déjà, on va lui faire peur. On va lui dire, si tu parles, on va te décrédibiliser. Tu vas perdre ton boulot. Tu vas tout perdre. Pense à tes enfants. Il y a des gens qui ont des enfants, des gens qui ont... Enfin, chacun a quelque chose à préserver et a peur de parler. Donc, à partir de là, on leur donne un contrat, on leur dit « bon, tu vas t'en sortir ». En plus, c'est pour des sommes qui, maintenant, paraissent dérisoires pour ces fans de voix. C'est $100 000, 150 000 $, qui, en fait, n'est pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose par rapport au préjudice. C'est pas genre 30 ans où elles n'auront plus à travailler, c'est juste une petite protection financière. Et donc, et avec Weinstein, ce qu'ils avaient découvert, c'est qu'il y avait aussi tout un système d'espionnage des sources, d'espionnage des journalistes qui s'intéressaient à cette affaire. Beaucoup de journalistes ont essayé d'enquêter avant Ronan Farrow et Jodi Kantor et les autres journalistes du New York Times. Et en fait, elles n'arrivaient pas à avoir des victimes qui osaient parler. Alors, est-ce que le fait, à la fois pour les enquêteurs qui ont sorti cette affaire, et pour vous-même, est-ce que le fait de travailler pour le New York Times, qui est le journal peut-être le plus réputé mondialement, est-ce que ça aide à partir du moment où des affaires commencent à émerger, où on a accès aux victimes? Est-ce que le poids et la réputation, la très bonne réputation de votre média ou du média auquel vous collaborez, est-ce que ça aide à faire parler les gens? Je pense que une fois que la balle a été lancée, ça a commencé avec Trump, ensuite avec Bill O'Reilly, les victimes ont vu qu'elles pouvaient faire confiance, sans en même temps que le journal soit une cellule d'écoute où les gens viennent. C'est-à-dire, il y a aussi, bien sûr, toute la rigueur journalistique qui doit être appliquée, mais en même temps, c'est-à-dire, les victimes savaient qu'on ne va pas... Parce que ce qui s'est aussi passé avec l'affaire Weinstein, c'est qu'il y a un journal américain qui achetait les histoires de ses victimes et ne les publiait jamais. Pour protéger Weinstein, exactement.
Donc le fait qu'il y ait un journal avec du poids qui ne va pas céder aux pressions une fois qu'il y a toutes les preuves, enfin toutes les preuves, mais suffisamment de preuves pour faire un papier. Et ça aide. Voilà. Très bien. Lénaïque Bredou, donc tu travailles chez nous sur ces questions-là avec assiduité. Souvent, on nous interroge pour savoir comment on fait, sur quoi on travaille, comment est-ce qu'on trie. Est-ce que tu peux nous dire tout simplement comment débute une enquête pour toi de ce type ? En fait, c'est très intéressant parce que c'est un peu ce qui vient d'être dit. Tout à l'heure, mon sœur disait il avait une réputation qui le précédait. C'est un peu toujours comme ça que ça se passe, très souvent en tout cas. C'est qu'il y a les cas de procédures judiciaires où on suit des procédures judiciaires déjà amorcées, et il y a les réputations, ce qui ne veut rien dire, mais ce qu'on peut très bien transformer journalistiquement en alerte. C'est-à-dire, on se met en alerte, tiens, il y a peut-être un sujet. Pendant très longtemps, sur les questions de violences sexuelles, on a considéré que c'était de la vie privée, on a considéré que c'était des affaires sur lesquelles on ne pouvait pas vraiment sérieusement enquêter, qui n'était pas un sujet d'enquête noble ou même un sujet d'enquête tout court. Et en fait, tout simplement, c'est l'idée de prendre ça comme une alerte, comme on prendrait sur tiens, lui, il utilise l'argent public n'importe comment. Voilà. Au début, souvent, plein d'enquêtes commencent comme ça, par des bruits un peu diffus, souvent très peu informés. Enfin voilà, des débuts de piste, tout simplement. Et quand on prend la question des violences sexuelles, très souvent, en fait, les femmes, je dis les femmes parce que c'est souvent évidemment les femmes les victimes, se passent le mot, se disent les choses entre elles. Quand on a parlé à un moment de la libération de la parole, en fait, il faudrait plus dire la publicisation de la parole ou la médiatisation de la parole, parce qu'en fait, il y a toujours un peu des alertes. Et donc, quand on est journaliste, et qu'on couvre quelque domaine que ce soit, moi, je couvert la politique. Dans la politique, par exemple, y compris les femmes journalistes, mais les femmes politiques, quand une relation de confiance se noue, se crée... Voilà, dans l'attente d'une conférence de presse, il y a « mais lui, il a la réputation de... » ou je sais pas quoi. Et tout d'un coup, de se dire « ok, quand on me dit ça, en fait, peut-être c'est un sujet d'enquête. Peut-être c'est un fil à tirer, peut-être c'est n'importe quoi, mais peut-être, derrière, il y a vraiment une enquête à faire. » Comme sur n'importe quel sujet de ce point de vue-là. Donc on commence, on tire un fil. Ah bon, mais pourquoi ? Pourquoi ça t'est venu ? D'où est-ce que tu as entendu ça ? Est-ce que tu as déjà entendu un récit de ce point de vue-là ? Voilà, et de commencer petit à petit, d'interroger l'entourage, de commencer à voir les femmes qui pourraient avoir été victimes. Donc c'est toi qui vas chercher les victimes. Les victimes ne viennent pas à toi, c'est toi qui es dans une démarche proactive de te dire tiens, je vais enquêter sur ce type et je vais essayer de faire ses entourages professionnels, associatifs ou autres pour essayer de... C'est parce que ça paraît une quête énorme, c'est-à-dire de se dire qu'on va devoir aller comme ça piocher, lancer des grands filets et voir ce qu'on ramasse. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est parfois comme ça. Si on prend l'exemple de l'enquête sur Luc Besson dont vous avez parlé au début de l'émission, c'est exactement comme ça que ça se produit. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient nous voir « Bonjour, j'ai été victime de Luc Besson » ou « Bonjour, j'ai quelque chose à vous dire sur Luc Besson ». C'est un environnement, des alertes, des bruits, des rumeurs. Et ensuite, petit à petit, on tire les fils. Il y a des gens qui parlent, de plus en plus proches, voilà, et les récits se construisent comme ça. Ça, c'est la partie préalable de l'enquête. Parfois c'est quelqu'un qui nous contacte directement pour dire qui dit voilà, j'ai été victime. Ça arrive aussi, c'est de plus en plus le cas, enfin c'est souvent le cas juste après la publication d'une enquête. Si je prends l'exemple de l'affaire Beaupin pour parler de cet exemple, à ce moment-là, par exemple, j'ai reçu plein de messages, je parle de mon cas parce que c'est plus facile, mais je pense que c'est le cas d'absolument tout le monde. J'ai reçu beaucoup de messages en disant « moi, j'ai ça à raconter, moi, j'ai ça à dire », ou « moi, je connais quelqu'un qui aurait quelque chose à vous dire ». Voilà. Ou, évidemment, il y a aussi tout le travail fait en dehors de la presse. Ce que je veux dire tout à l'heure a été dit, voilà, au moment où aux États-Unis, l'affaire Weinstein, elle arrive dans un contexte de mobilisation féministe, de recrudescence de mobilisation féministe. Moi, je suis aussi convaincue que le travail de la presse, il s'insère dans cet aller-retour entre la société, enfin, la presse pas hors sol, donc... Voilà, entre la société et les médias. Et si on prend évidemment le cas des violences sexuelles, s'il y a eu des enquêtes journalistiques de fait sur ces questions, c'est aussi aux États-Unis avec ce mouvement important après l'élection de Donald Trump, et aussi en France avec le travail d'associations qui ont travaillé pendant des années sur ces questions, qui ont porté ces questions parfois dans le désert. Enfin, la VFT est assez bien placée pour en parler de ce point de vue-là. Voilà, pour construire un espace médiatique où on peut parler de ces sujets parce que c'est quelque chose auquel je suis assez attachée. Jusque-là, en fait, c'est pas que tout d'un coup la parole se libère et les médias se suivent ce mouvement, c'est que pendant très longtemps, les médias ont tordu la réalité.
Au sens, ce que je veux dire en disant ça, c'est que les violences sexuelles sont un phénomène de société massif, partout dans le monde, dans tous les milieux, et que le sous-traitement médiatique de ces questions était une déformation du réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enquêtes sur ces questions et le traitement médiatique essayent en fait de revenir, de faire ce qu'on est censé toujours faire, c'est-à-dire rapporter des faits et des faits massifs dans la société. Comment est-ce que souvent on nous dit vous avez des cibles? Alors là tu dis par exemple après l'affaire Beaupin, j'ai reçu des témoignages, des courriers, des signalements, etc. Donc j'imagine que tu as eu beaucoup de choses. Comment est-ce que tu fais le tri? Est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est la gravité des faits? Est-ce que c'est le milieu social? Comment ça fonctionne? C'est une question assez compliquée parce qu'effectivement, il y a un peu de tout ça à la fois. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Moi, je crois à l'enquête, à la fonction d'exemplarité. C'est-à-dire que l'avantage de la personnalité connue, enfin l'avantage journalistique dans le message que ça renvoie, c'est qu'évidemment, ça a un effet massif sur plein d'autres secteurs, plein de gens, où les gens mineurs risquent 1000 fois plus que ce que d'autres personnes risquent quand on travaille sur des femmes extrêmement précaires dans leur travail, quand on est plus établi, qu'on a accès à la parole, par exemple, quand on est une femme journaliste ou quand on est actrice. Alors, on risque beaucoup dans sa carrière, etc., mais on a un accès à la parole publique qui n'est pas tout à fait le même. Et de fait, c'est évident que dans la réception médiatique et plus large, même si je ne sais pas très bien la définir, dans l'opinion publique, c'est pas tout à fait pareil quand c'est une femme un peu connue ou supposée avoir fait des études, qui a des capitaux culturels, quels qu'ils soient, qu'on croit davantage que des femmes extrêmement précarisées où on se dit peut-être qu'elle c'est une affabulatrice. Je prends cet exemple parce que j'ai été très frappée dans l'affaire Beaupin du fait que la parole des femmes qui ont témoigné dans Mediapart et sur France Inter a été globalement peu remise en question. Et je suis convaincue, et je pense que c'est juste, que c'est lié au fait qu'elles étaient des femmes politiques, qu'elles prenaient facilement la parole, qu'elles s'exprimaient de façon très claire, et qu'elles étaient des femmes politiques. Donc quand même, une députée, est-ce que vraiment elle peut mentir ? La question se pose, en tout cas sur ce sujet. Je pense que la réception est différente que quand c'est une femme d'un milieu très populaire, très précarisé, où on se dit, ouais, bon, voilà. D'ailleurs, la preuve, c'est que jusque-là, il y a déjà plein de femmes qui portaient plainte ou qui ont mené des combats judiciaires héroïques. Voilà, moi, je me souviens de femmes de la grande distribution, par exemple, qui ont mené des combats sur la question des violences sexuelles dans leur entreprise, dans un silence assourdissant, quand même. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une fonction d'exemplarité à la personnalité connue. Après, je pense que, et c'est comme ça qu'on fait aussi à Mediapart, tout simplement, on ne se contente pas de faire des enquêtes sur des gens connus. Il y a aussi, justement, pourquoi c'est parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un phénomène massif de société qui structure les relations entre les hommes et les femmes dans notre pays, mais comme partout sur la planète. Et que, du coup, il y a aussi tout un intérêt à décrypter dans des milieux professionnels. Par exemple, Faiza Zerouala à Mediapart a travaillé sur la question de l'université, où les rapports de pouvoir... en fait, on retrouve les mêmes phénomènes à peu près partout, c'est-à-dire les rapports de pouvoir, l'emprise. Plus les rapports de pouvoir sont violents, moins il y a de filtres, moins il y a de protection, plus on est en zone à risque, violence sexuelle. Mais voilà, décrypter dans des milieux, parce que voilà, comment l'université française, pendant très longtemps, n'a pas affronté ces questions, n'a pas du tout vu ça, comment le rapport d'un directeur de thèse avec sa thésarde est quelque chose de foncièrement violent et du coup porteur, encore une fois, facteur de risque. Comment ça n'a pas été appréhendé? Voilà, on essaye quand même au journal, loin d'être parfait évidemment, sans doute, mais de tenir les deux bouts, entre à la fois des enquêtes sur des personnalités connues, parce que voilà, prenons aussi l'exemple de personnalités politiques, c'est des gens qui votent la loi par ailleurs. Enfin, il faut aussi se dire que c'est pas tout à fait, enfin voilà, qu'il y a aussi une double exemplarité à tenir quand on est un député et qu'on vote la loi, ou quand on est dans une position de pouvoir extrêmement forte, comme si on prend l'exemple de l'enquête qu'on a publiée sur Luc Besson, où on dirige une des plus grosses majors du cinéma français. Bon, je voulais juste interroger Marilyn Baldec, parce qu'on vous a vu acquiescer plusieurs fois, notamment sur la question de à quel point, de la crédibilité de la parole, à quel point on croit les femmes ou les victimes, peut-être leur position sociale influe sur la façon dont leur récit est perçu.
Donc à la VFT, vous recevez beaucoup et vous traitez beaucoup de récits de victimes, de violences sexuelles. J'imagine que la question se pose tout le temps. Comment est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit tout le monde? Comment on fait pour évaluer la crédibilité ou la pertinence d'un récit? Comment vous faites? Peut-être juste avant de répondre à cette question, en fait, ce que ça m'inspire, ce que j'entends depuis le début, ça me remémore plutôt une anecdote qui me fait dire qu'en fait, il y a eu vraiment une révolution copernicienne des médias, et notamment du vôtre, sur le traitement en fait, des médiatiques des violences sexuelles, des violences faites aux femmes. Et je me souviens, je pense que c'était il y a 10 ans, en fait, de l'appel de Lénaïque Bredoux pour m'interroger sur le cas d'un sénateur-maire socialiste qui a été condamné pour agression sexuelle. Et nous, ça faisait des années qu'on criait dans le désert et qu'on essayait de faire réagir son parti. Je me souviens de ma surprise quand une journaliste m'appelle et quand je raccroche, je me dis mais c'est incroyable, ça intéresse quelqu'un. Donc c'est vrai que du coup 10 ans plus tard, c'est devenu un sujet dans votre ligne éditoriale, dans d'autres journaux également. Peut-être vous pouvez juste rappeler, pour ceux qui nous rejoignent, ce que vous faites à la VFT, ce que c'est la VFT. Alors, la VFT, c'est une association donc, qui existe depuis 33 ans et qui a pour mission, qui s'est donné pour mission de favoriser l'accès à la justice des femmes victimes de violences dans le cadre du travail. Donc voilà. Donc la question du coup tout à l'heure vous parliez de tri, ce qui est un vilain mot pour parler de notre travail, mais en tout cas nous on ne trie pas les victimes. On va leur accorder du crédit a priori à toutes. Après, la question est de savoir s'il y a suffisamment d'éléments dans leur dossier pour conduire une procédure jusqu'à son terme, en justice. Quelles sont ses chances d'obtenir réparation, d'obtenir une condamnation. Donc ça se fait sur des critères qui sont... alors, pas forcément des critères forcément de solidité de la preuve, parce que nous, on n'aurait pas d'intérêt à intervenir dans une procédure qui serait a priori facile sur le plan probatoire. Donc, on va plutôt choisir justement des dossiers où on va avoir des difficultés. Elles vont avoir des difficultés à prouver les faits, et donc il va falloir faire un travail justement de récit qui soit sérieux, où on va trouver une logique dans les récits qu'elle dénonce. On va trouver c'est un mélange à la fois d'invariants dans les récits des femmes qui leur donnent de la crédibilité et de singularité. À quoi on va additionner en fait des éléments factuels, des documents, des éléments qui vont venir apporter de la crédibilité, ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants. Mais nous, le choix d'intervenir auprès d'une femme plutôt que d'une autre, c'est pas on en croit certaines ou on n'en croit pas d'autres, c'est aussi un critère d'exemplarité. Et nous, l'exemplarité, quand on travaille sur la question du droit et de la justice, c'est la jurisprudence, l'exemplarité. C'est comment ça peut servir à d'autres. Donc, Lénaïque Bredoux disait, le traitement journalistique peut servir à d'autres, parce qu'on va avoir des femmes qui vont être les étendards, les porte-drapeaux d'une cause, et qui vont donner du courage à d'autres, qui vont donner envie à d'autres, etc. Nous, notre travail, ça va être de mener des procédures jusqu'à leur terme. Et notre pari, c'est qu'on va obtenir un arrêt d'une cour d'appel ou de la cour de cassation qui va être profitable bien au-delà de la femme auprès de qui on est intervenu. Donc voilà, donc c'est un travail de mise en lien en fait, de tout un tas d'éléments qui peut ressembler à celui que vous faites. C'est un travail d'enquête. Vous estimez que vous faites un travail d'enquête? En fait, c'est un travail, je dirais plutôt d'instruction. Parce que pour moi, dans l'idée du travail d'enquête, il y a l'idée du contradictoire, et c'est là où il y a une différence qui est majeure avec le travail que vous faites. C'est que nous, on n'a pas vocation à faire des enquêtes contradictoires. On n'a pas vocation, avant un procès, à aller interroger la partie adverse pour lui demander les éléments qu'elle a apportés pour la compréhension du dossier. Non seulement on n'a pas vocation à le faire, mais en plus on n'a pas le droit de le faire. Enfin, je veux dire, vous avez le droit de le faire en tant que journaliste, la police, la gendarmerie peuvent le faire parce que c'est des fonctions régaliennes d'enquête contradictoire. Mais nous, justement, c'est presque tout le défi de notre travail, c'est d'arriver à avoir une conviction suffisante et une solidité du dossier suffisante, alors même qu'on ne fait pas d'enquête contradictoire. C'est pour ça que ce travail
de recueil d'éléments du fameux faisceau d'indices concordants qui peut se faire avec ou sans l'enquête de police. Parce qu'on a des situations dans lesquelles il ne va pas y avoir de plainte pénale et donc pas d'enquête préliminaire, pas d'enquête de police où on va recueillir des éléments, où notre travail va avoir uniquement pour visée d'attaquer l'employeur devant un conseil de prud'homme et où donc on va devoir apporter toute la preuve. Donc il n'y a pas une partie poursuivante, le ministère public qui s'appuie sur une enquête qui apporte des preuves. Donc il faut tout construire en fait. Faut aller recueillir tous les éléments. Donc il y a un semblant de contradictoire qui jaillit déjà de ce travail, mais qui n'est pas toujours de notre fait. C'est que nous on va par exemple donc écrire à l'employeur en tant qu'association en disant qu'on a été saisi par tel ou tel salarié qui dénonce tel ou tel fait, que nous, on lui accorde de la crédibilité pour un certain nombre de raisons, qu'on va expliciter dans notre lettre. Et puis, on peut déjà recevoir une réponse avec les éléments qui peuvent être fournis par l'employeur. Et tous ces éléments-là vont, l'un dans l'autre, constituer ce faisceau d'indices. On va pouvoir montrer qu'il y a une présomption de harcèlement sexuel que l'employeur a du mal à combattre. Et qu'on va avoir des chances de succès dans une procédure civile, dans une procédure prud'homale intéressante. Et donc, combien de temps ça peut vous prendre de travailler sur un dossier? Parfois, on a l'impression que c'est un travail extrêmement long, que vous voyez les victimes, je ne sais pas combien de fois, pour les faire répéter, revoir chaque point du dossier, chaque détail, etc. Merci pour la question, parce que c'est vraiment une gageure pour nous de faire comprendre ce que ça représente en temps de travail. Puisque donc il y a toute une... Parce qu'on n'est pas un accueil téléphonique, contrairement à ce qu'on a pu essayer de faire croire ces derniers mois. Quand la VFT ferme son accueil téléphonique, elle n'arrête pas de travailler, puisque évidemment, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, notre véritable travail, c'est effectivement il y a toute une partie de construction du récit des victimes. Alors quand je dis construction, il ne faut pas mal l'interpréter, c'est pas la fabrication du récit. C'est la mise en mots en fait, de ce qui s'est passé. Et ça peut prendre des semaines, des mois parfois, de rendez-vous, parce qu'il y a des choses qui ne sont toujours pas claires, parce qu'il y a des zones d'ombre, parce qu'il y a des oublis qui sont liés à la mémoire traumatique, aussi, qui sont aussi liés aux antidépresseurs. Donc ça prend énormément de temps. Effectivement, c'est énormément de rendez-vous, d'aller-retour, un écrit. C'est vraiment tout un cheminement. Et c'est aussi la mise en musique des autres acteurs. C'est d'essayer de faire intervenir dans le dossier l'inspection du travail, de faire en sorte que le médecin du travail agisse selon ses prérogatives, de mettre en mouvement les organisations syndicales s'il y en a dans l'entreprise pour qu'elles fassent ce qu'il y a à faire dans le dossier. C'est tout un travail de fourmi pour que toutes ces démarches soient cohérentes parce que c'est comme ça qu'on va réussir à... Et quel usage vous faites de la presse ou des médias? Alors, quelle est la relation que vous avez? Est-ce que vous avez besoin des médias? Dans quel cas est-ce que vous décidez éventuellement de médiatiser une affaire, d'en parler à des journalistes? Est-ce que c'est le dernier recours si jamais les autres n'ont pas marché? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive dans ces cas-là? On peut effectivement décider... Alors, nous, à l'association, on a toujours eu en fait, le souci de documenter notre travail en continu. Donc il y a assez peu d'associations qui, comme la VFT, publient elles-mêmes. D'ailleurs, beaucoup, on publie pas mal sur notre propre site internet pour raconter notre travail, pour raconter les audiences. Mais évidemment, ça n'a pas du tout le même poids que si c'est un média qui le fait, donc avec le label justement enquête contradictoire. Ah. Donc pour certaines des procédures qu'on suit et qu'on accompagne, on va en effet estimer que ça vaut le coup, qu'il y a un enjeu d'information du public, que ça vaut le coup que ce soit su plus largement que par un cercle d'initiés, en fait. Si la victime le souhaite, bien évidemment. Voilà, bien sûr, si la victime le souhaite. Après,
concrètement, c'est quand même, ça c'est une question qu'on nous pose souvent, mais c'est quand même assez rare que les victimes soient absolument rétives au fait de rencontrer des journalistes, de leur parler, mais de rendre publique leur histoire. On n'arrête pas de nous dire, mais elle va encore devoir répéter, elle va devoir subir les conséquences de la médiatisation. Moi, mon expérience à l'association, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est que on a des femmes qui n'ont pas pu parler, en tout cas, pendant des mois, des années, en tout cas, qui n'ont pas été entendues. Et si on leur dit, il y a quelqu'un dont c'est le métier, en fait, de vous écouter et de raconter votre histoire, c'est extrêmement important, en fait. Alors, parfois, se pose la question de l'anonymisation des victimes. Comment est-ce que vous procédez, vous, au New York Times? Vous avez l'habitude, me semble-t-il, dans vos enquêtes et vos reportages, de nommer toutes les personnes qui parlent. Mais nous, à Mediapart, on se heurte à une difficulté fréquente, c'est-à-dire que les victimes sont dans une position, elles ne peuvent pas se permettre, pour des raisons sociales, professionnelles, familiales, de dévoiler leur identité. Comment est-ce que vous gérez cette question? En fait, c'est vraiment du cas par cas, selon chaque reportage, chaque sujet, chaque enjeu, etc. En général, les rédacteurs connaissent toujours l'identité. Donc, il y a un rapport de confiance entre le journaliste, le rédacteur et puis la source. Et en général, on évalue entre l'importance de l'impact et puis le réel danger pour la personne et une conversation qui a lieu et avant de décider est-ce qu'on donne l'anonymat ou pas. Sinon, on laisse tomber. Ça vous arrive de laisser tomber? Bien sûr, bien sûr. Et votre voisine, Marine Beldec, parlait un peu de la responsabilité de la médiatisation et de l'exemplarité. Est-ce que vous le recherchez aussi dans vos enquêtes? Est-ce qu'il y a, pour le New York Times, est-ce qu'il y a l'idée de dire, on va parler du cas que vous avez exposé en novembre 2007, du chanteur marocain Saad Lamjared? Est-ce que vous vous dites, on va médiatiser son histoire, j'ai un rapport de confiance avec une victime qui a porté plainte, est-ce que vous dites ça va attirer d'autres personnes, ça va faire parler d'autres personnes, ça va déclencher quelque chose? Est-ce que c'est au cœur de votre démarche ou pas Par exemple, dans ce cas précis, comme j'avais dit avant, c'est quelqu'un ce chanteur a une réputation qui le précédait. Et ça a été impossible avant Laura Prioul d'avoir quelqu'un qui raconte ce qu'elle est victime. Voilà, qui veuille raconter dans les détails avec lesquels elle a raconté, etc. Et en fait, quand on est journaliste, on est obligé, en fait, quelque part, de d'abord traiter les personnalités publiques parce qu'on ne fait pas non plus dans le fait divers. On ne peut pas parler de chaque cas qu'il y a parce qu'on n'a pas une rubrique fait divers, on n'est pas, enfin, c'est pas exactement ce qu'on fait. Donc il faut qu'il y ait une espèce de raison pour faire ce sujet-là. Donc en général, une des raisons, c'est que la personne est un personnage public. En fait, à Mediapart, on a un terme pour ça. On dit que on fait des enquêtes. On traite un sujet quand il est d'intérêt public. Voilà. L'intérêt public étant une notion vaste, mais qui dit un peu ce qu'elle veut dire. Voilà, exactement. Et alors, pour rebondir sur cet exemple, enfin sur ce qu'on disait, sur anonymiser ou pas les personnes, etc., nous aussi, ça nous pose de vastes questions. Dans l'enquête que tu viens de publier sur Luc Besson, on a un nom, et puis on a aussi des personnes qui sont anonymes. Comment se fait l'arbitrage et à quel moment, finalement, est-ce qu'on décide à Mediapart de dire on publie? Alors effectivement, c'est une décision, je pense un peu comme dans toutes les rédactions, qui est un peu au cas par cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il y a une règle générale, intangible. Ce serait beaucoup trop simple. Et ça ne se passe évidemment pas comme ça. C'est effectivement, on affine, on essaye de voir. Bon, il y a un cadre quand même qui existe, qui est le cadre de la loi. Il faut quand même rappeler, il y a une loi. La presse ne peut pas faire absolument n'importe quoi, et heureusement, parce que cette loi nous protège et protège aussi les personnes éventuellement mises en cause, qui est la loi 1881, ou sur la presse, où il y a les règles sur la diffamation et sur les règles d'une enquête que la justice peut considérer comme étant sérieuse, de bonne foi, qui sont les règles qu'évidemment nous devons appliquer, dont fait partie, par exemple, la question du contradictoire, qui n'est donc pas un droit, mais un devoir en l'occurrence, c'est-à-dire l'obligation pour les journalistes, avant de publier n'importe quelle enquête mettant en cause quelqu'un, de l'interroger sur les faits. Ça peut paraître le bon sens, mais ça va quand même mieux en le disant. Et voilà, le fait de recouper les informations, le fait d'avoir des faits circonstanciés au maximum, c'est là où le travail peut parfois un tout petit peu ressembler, mais
Évidemment, le travail journalistique n'est pas un travail d'instruction, encore moins un travail de policier ou de juge, mais même pas d'instruction. Mais effectivement, d'avoir des témoignages qui se recoupent. Et il y a un élément crucial, c'est d'avoir plusieurs témoignages visant, si je prends l'exemple encore une fois, d'une personne mise en cause. Parce que c'est aussi le cas quand je parlais de l'exemple d'un secteur d'activité ou d'un domaine ou monde professionnel. C'est la multiplicité des témoignages. Ce qui, dans notre travail à nous aussi, parce qu'il y a la loi, c'est-à-dire le cadre législatif dans lequel on travaille, et puis il y a aussi ce qu'on se dit en notre âme et conscience, collective, du journaliste ou de la journaliste qui signe le papier, mais collective d'un journal, ce qu'on pense juste de publier. Dans ce cadre-là, il y a évidemment la multiplicité des témoignages, le fait d'avoir plusieurs personnes qui se disent victimes, est un élément extrêmement important. Sans qu'il y ait de chiffres prédéfinis. Il n'y a pas de chiffres prédéfinis, on ne peut pas dire... Et par ailleurs, je dis ça parce que c'est des éléments dans les moyens dont nous disposons comme journalistes pour asseoir la crédibilité d'un témoignage, d'une enquête, et aussi pour protéger la personne qui parle. C'est un double phénomène. C'est dans notre travail à nous, de journalistes, mais aussi, il faut quand même avoir conscience, quand on publie ce genre d'enquête, qu'on a une double responsabilité. À minima. Il y en a plein d'autres, mais au moins il y en a deux. Il y a celle vis-à-vis de la personne mise en cause, évidemment, et il y a aussi celle vis-à-vis des femmes qui prennent le risque de prendre la parole, de nous livrer leur récit. Parce que tout à l'heure on disait les journaux n'est pas une cellule d'écoute, mais effectivement, parfois, elles n'ont pas passé la porte d'un commissariat, elles n'ont pas rencontré d'avocat, elles n'ont aucune ressource autre que celle que tout d'un coup de croiser le chemin d'un ou d'une journaliste, un peu par hasard souvent, et d'être relativement démunies, de ne pas forcément mesurer le risque judiciaire qu'elles prennent en prenant la parole, parce qu'elles peuvent elles-mêmes être poursuivies, et puis aussi le risque d'être totalement discréditées dans leur récit. S'il y a une seule personne qui prend la parole, aussi vrai puisse être son témoignage, le risque, c'est que personne ne la croit. Or, c'est quand même extrêmement violent quand on se dit victime de violences sexuelles, que tout d'un coup on parle, que personne ne nous entende ou que personne ne nous croit. Comme journaliste, on a aussi cette responsabilité-là. C'est-à-dire on fait aussi prendre un risque aux personnes qui nous parlent. Comme dans n'importe quelle enquête, par ailleurs, c'est pas du tout... C'est là où il faut encore tempérer la spécificité de ces questions. Mais quand même, on a cette responsabilité. Et de ce point de vue-là, on entend... Alors, c'est une phrase qu'on entend, je pense... le plus souvent dans ces enquêtes, c'est « moi, je veux bien vous parler ». J'imagine que c'est exactement pareil pour nous. « Moi, je veux bien vous parler, mais je ne veux pas être la seule ». Je pense que cette phrase, il n'y a pas un seul dossier, pas une seule enquête, à part quand c'était judiciarisé, accompagné par une association comme la VFT, mais dans toutes les autres enquêtes, c'est une des premières phrases qu'on dit « je veux bien vous parler, mais je ne veux pas être la seule si on publie un papier ». Qui parle la première ? Exactement. Qui va déclencher puis dire « et vous avez parlé à qui ?» Et évidemment, on ne peut pas le dire parce qu'il faut protéger les sources, donc il faut leur expliquer, et c'est parfois compliqué, et c'est tout à fait légitime que ce soit difficile à comprendre, qu'on ne peut pas dire à qui on a parlé, qu'on ne peut pas dire combien de personnes on a. Et jusqu'à la dernière minute, l'arbitrage, pour reprendre ta question, Mickaël, c'est plus ou moins jusqu'à la dernière minute, il y a aussi cet arbitrage de est-ce que c'est suffisamment carré, c'est suffisamment recoupé, on a suffisamment d'éléments, parce qu'on est aussi sur des questions de témoignage, donc c'est interroger les entourages, essayer d'avoir des documents, multiplier les interlocuteurs. Par ailleurs, on essaye de trouver aussi des voies de compromis, par exemple dans l'affaire Besson. Nous avons des femmes qui sont anonymes, mais qui ont accepté de nous transmettre une attestation que nous aurons le droit de donner en justice si jamais nous sommes attaqués en diffamation. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas voulu, dans un premier temps, que leur nom soit connu, mais elles ont accepté, pour que l'enquête puisse être publiée, que le cas échéant, si la personne mise en cause, Luc Besson, met en doute nos accusations et nous accuse d'avoir des propos diffamatoires, alors elles seront présentes et elles acceptent que leur nom soit transmis au tribunal. Et c'est en partie ce qui nous a permis de publier l'enquête. Très exactement. C'est-à-dire que ça protège juridiquement le fait que en cas de procès en diffamation, parce qu'évidemment, ça fait partie des questions qu'on se pose quand on publie une enquête dans un journal, quel qu'il soit, et évidemment à Mediapart. Et de ce point de vue-là, elles sont par ailleurs extrêmement courageuses, parce qu'elles choisissent de ne pas donner leur nom, rendre son nom public dans un média, d'autant plus dans une affaire visant une personnalité connue, c'est évidemment
prendre le risque d'avoir son nom absolument partout sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est le risque de se faire harceler sur les réseaux sociaux. Alors, je pense qu'il y a un très bon exemple, effectivement, avec l'enquête du New York Times, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec la jeune femme qui a porté plainte. Et puis de voir sa vie fouillée, dans les moindres détails. Exactement, exposée au grand public. Ce sont des femmes qui ont, comme toutes les femmes, une vie personnelle, parfois une vie familiale, parfois des enfants, que les enfants, ils peuvent avoir accès à Internet, comme beaucoup de gens, et de voir tout d'un coup la vie de leur mère exposée, c'est des choses pas du tout simples. Et je parle même pas du risque professionnel, parce que ça, voilà, AVFT peut mieux Marine Balek peut mieux en parler que moi, mais le risque de perdre son travail quand on dénonce des violences sexuelles au travail, il est extrêmement élevé. Donc, mais même si je mets ça de côté, voilà, le fait encore une fois, surtout par exemple dans l'enquête sur Luc Besson, où c'est une personnalité très connue, le nom suscite une réaction très forte, logiquement. Voilà, par exemple, il y en a une qui nous a dit, moi, j'ai pas envie d'avoir des caméras en bas de chez moi, j'ai pas envie qu'ils soient devant l'école de mon fils. Voilà, c'est des éléments et qu'il faut prendre en compte. Mais effectivement, voilà, on a suffisamment d'éléments pour pouvoir le publier. Tu parlais aussi de la responsabilité vis-à-vis des auteurs et des agresseurs supposés. Là aussi, ce sont parfois des arbitrages compliqués. C'est-à-dire qu'il arrive que dans ce type d'enquête, on nous dise « mais vous ne vous rendez pas compte, si vous sortez cette affaire, X ou Y va sûrement mettre fin à ses jours, ou bien vous allez briser sa famille pour toujours, etc. » Comment est-ce que vous, journalistes, vous réagissez à ça, toutes les deux? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte ou est-ce que vous en faites abstraction? Je sais pas. Moi, juste très rapidement, en fait, c'est pas qu'on l'entend parfois, c'est qu'on l'entend tout le temps. C'est systématique. Par ailleurs, de la part de gens qui pensent qu'on n'y a pas pensé, ce qui est quand même assez... Parce qu'évidemment, on y pense. Enfin, je veux dire, mais alors, bon, sur les questions de violence sexuelle, mais encore une fois, je pense, sur toutes les enquêtes, dire, si on prend un exemple d'une enquête fameuse de Mediapart, que Jérôme Cahuzac a un compte en Suisse, évidemment, la question de ses enfants, sa femme, sa carrière, enfin voilà, est évidemment une chose qu'on entend, qu'on nous dit. Donc évidemment, sur des questions de violence sexuelle, on nous dit aussi, vous allez le fragiliser, il va pas bien, voilà. On l'entend, on le sait. La question, c'est, voilà, ce qui nous guide, c'est effectivement la question de l'intérêt public. Est-ce que c'est voilà, cette même question, ça vous bien travaille? Bien sûr, tout le temps. Mais encore une fois, quand on parle souvent d'éthique en journalisme, les personnalités publiques, justement, ne sont pas sujets, à mon avis, aux mêmes règles que les personnes lambda. Parce qu'à partir du moment où on décide de devenir un personnage public, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Et oui, bien sûr, il y a plein de choses qui sont à prendre en considération, mais généralement, dans ces histoires-là, il y a souvent des emails, il y a souvent des textos, il y a souvent des recoupements qu'on peut faire. En général, les victimes en ont parlé des années avant à d'autres personnes, elles ont envoyé un mail à l'époque. Il y a toujours des manières de très vite se rendre compte est-ce qu'on a affaire à quelqu'un de crédible ou pas. Et puis au bout d'un moment, je pense que le poids de l'histoire devient beaucoup plus fort que juste une personne. Est-ce que, alors peut-être vous parlez de personnes qui ont une forte notoriété publique, alors peut-être que la question ne se pose pas pour vous, mais nous, c'est aussi une question qui nous anime, parce que ces questions de violence sexuelle suscitent un nombre de questions déontologiques complètement folles. Et encore la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne me souviens plus, on débattait de la bonne idée ou pas de publier le nom d'un auteur de violences sexuelles supposées, sachant que c'était une personne qui n'avait pas une notoriété publique très forte, mais sur lequel les charges étaient lourdes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à trancher, nous, dans la rédaction. À quel moment est-ce qu'on doit donner ou pas le nom d'un auteur? Lénaïque Brodou, peut-être tu pourras l'expliquer. Est-ce que c'est une question aussi qui se pose chez vous au New York Times? Je sais que souvent, par exemple, dans l'affaire Weinstein, on pose souvent la question aux journalistes qui ont mené cette enquête, que ce soit au New Yorker ou au New York Times. On leur pose souvent, à votre avis, est-ce qu'il est en train de se faire soigner? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il risque de se suicider? On leur pose très très souvent ça. J'ai souvent vu des interviews avec eux où on leur pose cette question. Et en fait, ce qu'ils répondent souvent, c'est que en fait, eux, ils ont fait leur enquête et puis ils sont pas là pour... Là, je parlais plus de gens, vous voyez, comme tout à l'heure, on parlait d'un syndicaliste, d'un policier, qui ont des responsabilités, qui ont un peu de pouvoir au sein d'un commissariat ou beaucoup de pouvoir, mais qui sont inconnus du grand public.
Est-ce que là, on donne un nom, et certains pourraient nous reprocher de jeter un nom en pâture et que ça n'apporte rien en termes d'information, ou bien, mais en même temps, pourquoi le protéger, notamment s'il a été condamné? Comment vous gérez ces situations? Déjà, à partir s'il y a une affaire en justice, en général, c'est plus facile de trancher par rapport à ces choses-là, parce que toutes les manières... Même s'il n'a pas encore été condamné? Même si, je sais pas comment ça se passe ici, mais aux États-Unis, tout est public. C'est-à-dire même les audiences sont télévisées, donc il y a un accès à l'information qui est total. Donc c'est pas exactement le même rapport à l'information. Et autre chose, c'est qu'aux États-Unis, les lois sur la diffamation sont protègent beaucoup plus la presse que dans d'autres pays. La presse étant protégée par la Constitution, et puis c'est très très compliqué de prouver une diffamation aux États-Unis, donc la presse a beaucoup plus de liberté. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment du cas par cas. C'est super compliqué de juste avoir une règle générale. Je pense que chaque cas a son, c'est aussi ce que tu penses, Lénaï? En fait, c'est aussi le reflet de la discussion qu'on a eue, on peut le dire, collectivement au journal. On en a débattu justement parce que voilà, ça fait partie des choses, parce que c'est aussi des sujets qu'on traite de plus en plus, où chacun faisait un peu sa propre cuisine, chacun un peu dans son coin, sans trop savoir disant qu'est-ce qui est juste. Ce serait aussi intéressant d'avoir l'avis de la VFT, parce qu'ils anonymisent très souvent les noms des agresseurs, même condamnés dans les déclarations de justice sur le site de la VFT. Du coup, parfois, on a suivi aussi ce que des associations avaient fait, ce que des avocats font, enfin, voilà, sans trop savoir. Et de fait, c'est vrai qu'il y a une vraie question. Pourquoi anonymiser quelqu'un qui a été condamné, par exemple quelqu'un qui a été condamné définitivement? À partir de quel moment on considère qu'on est une personnalité connue? À partir de quel moment on considère qu'une personne qui a du pouvoir? Parce que très souvent, dans les affaires de violences sexuelles, arrive systématiquement la relation dissymétrique de rapport de pouvoir qu'on retrouve dans n'importe quel échelon. Que ce soit, tout à l'heure, vous receviez les femmes de la CGT, que ce soit au sein de la CGT, à partir de quel moment un syndicaliste a-t-il du pouvoir? À partir de quel moment considère-t-on qu'un policier municipal à Vincennes, pour reprendre les témoignages de tout à l'heure, a du pouvoir? Donc à partir de quel moment il est légitime, entre guillemets, de publier son nom? Moi, donc c'est un débat qu'on a au journal, qui n'est pas tranché, qui est en mouvement. Moi, j'ai une conviction tout à fait personnelle, c'est que plus on va travailler sur ces questions, plus cette question va se poser différemment. C'est-à-dire, il y a aussi un côté où on ne donne pas les noms, c'est quelque chose d'infamant d'être accusé de violence sexuelle. Enfin, où on considérait que c'était plus infamant qu'autre chose. Plus on va faire d'enquêtes là-dessus, plus ça va donc faire la démonstration qui existe déjà partout, dans les rapports, dans les statistiques, dans les chiffres de la justice, de la police, dans les enquêtes, des associations, des enquêtes scientifiques, que c'est un phénomène massif, moins ce caractère infamant particulier de la question de la violence sexuelle sera fort, et plus on en fera, plus le fait de dévoiler le nom sera simple. Enfin, à mon avis, ne suscitera plus les mêmes interrogations. Mais c'est un pari. Je suis assez d'accord. Et je pense aussi qu'il y a encore des réflexes sociétaux de vouloir protéger finalement les hommes malgré tout, alors que dans d'autres crimes, on prend beaucoup moins de pincettes dans la manière avec laquelle on... Marie-Line Baldec, juste pour conclure, vous avez une réflexion sur ce sujet ou... Alors pour ce qui concerne ce que publie l'association elle-même, donc les noms des mises en cause, y compris condamnés définitivement, sont anonymisés parce qu'on n'a pas le droit de les citer. Donc il y a 10 ans, donc pile 10 ans, l'association a été condamnée et donc a appris à ses dépens, parce que c'était donc un article du Code pénal qu'on ignorait, que donc c'était une prérogative de la presse et des publications légales de citer les noms des agresseurs, ce qui a été une découverte totale pour nous, puisque on n'avait pas obtenu en fait ces informations de manière frauduleuse, puisqu'on était partie civile dans les procédures, que c'était des audiences publiques avec des délibérés rendus publiquement, et donc pour nous il n'y avait absolument aucune contre-indication à ce qu'on puisse rendre public en fait avec le nom des parties, voilà. Et donc on a été très très lourdement condamnés. On a été condamné à une somme 8 fois plus importante en termes de dommages et intérêts à verser à cet homme que la somme à laquelle il a été condamné
pour l'indemnisation de sa victime. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, du coup, ça nous a, on a eu énormément de discussions en interne à l'association sur la légitimité ou pas de le faire, mais en tout cas, nous, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, en tout cas, ça nous dispense d'avoir le débat que vous avez, vous. Merci beaucoup. C'est plutôt beaucoup. confortable. Après, moi, je vous rejoins. Je crois que c'est difficile d'avoir une position de principe sur ce sujet et que c'est du cas par cas. D'accord. Ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les trois d'être venues, d'avoir témoigné.